Bonjour à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un thème absolument central de votre programme d'HGGSP en terminale. Les liens, souvent compliqués, entre l'histoire, la mémoire et la justice. C'est un sujet vraiment passionnant parce qu'il nous force à nous demander comment les sociétés regardent leur passé en face, surtout quand il est douloureux. Allez, c'est parti. Voilà le programme que je vous propose. D'abord, on va bien faire la différence entre histoire et mémoire. Ensuite, on verra comment la justice internationale a dû, en quelque sorte, s'inventer elle-même. Puis, on analysera des cas très concrets de justice avant de tout résumer dans une fiche de révision parfaite pour le bac. On commence par les fondations. Une distinction qui doit être hyper claire pour vous, c'est vraiment la base de tout ce chapitre, la différence entre le travail de l'historien et ce qu'est la mémoire. Si vous avez ça, vous avez déjà compris l'essentiel. C'est la question clé. Pensez à une cérémonie du 11 novembre, par exemple. Est-ce qu'on est là pour se rappeler de la version scientifique des faits, celle que l'historien a patiemment reconstruite, ou est-ce qu'on est plutôt là pour partager une émotion collective, un lien personnel à cet événement? Ce tableau, il résume tout parfaitement. D'un côté, l'histoire, avec un grand H. Son but, l'objectivité. Sa méthode, elle est scientifique, basée sur la critique des sources. Et son auteur, c'est l'historien. C'est une discipline qui vise à construire un seul récit le plus juste possible. Et de l'autre côté, on a la mémoire, ou plutôt les mémoires. Elles, par nature, elles sont subjectives, pleines d'affect. Elles sont plurielles et souvent elles s'affrontent. Elles sont portées par des témoins, par des groupes. Vous voyez, l'une est une science, les autres sont un vécu. Bon, maintenant qu'on a posé cette différence, une question se pose. Que se passe-t-il quand des événements sont tellement monstrueux qu'ils semblent au-delà de tout ce que la loi avait prévu? Comment la justice peut-elle intervenir? C'est ce qui nous amène à notre deuxième partie, l'invention de la justice internationale. Il faut bien comprendre ça. Au milieu du XXe siècle, le droit était complètement bloqué. Un État était souverain chez lui. S'il décidait de massacrer une partie de sa propre population, eh bien, juridiquement, personne ne pouvait rien dire. L'État était un mur intouchable. Et c'est là que deux hommes, deux juristes, dont la vie a été brisée par la Shoah, vont tout changer. Ils ont vécu la tragédie dans leur chair et ils vont utiliser leur savoir pour briser ce mur de la souveraineté de l'État. Ils vont créer les armes juridiques pour juger des individus, même s'ils ont agi au nom d'un État. Alors, chez Lemkin, le mot absolument essentiel, celui qu'il faut retenir, c'est intention. Le génocide, ce n'est pas juste un massacre de masse, c'est l'intention planifiée de faire disparaître un groupe en tant que groupe. L'objectif, c'est d'effacer un peuple de la carte. L'auteur Pacte, lui, il a une approche un peu différente, mais tout aussi fondamentale. Lui, ce qui l'obsède, c'est la protection de l'individu. Il dit que tuer une seule personne, si ça fait partie d'une attaque systématique contre des civils, ce n'est pas juste un meurtre, c'est un crime contre l'humanité tout entière. Chaque vie humaine est sacrée. D'accord, on a ces deux superbes concepts juridiques, mais est-ce que ça reste de la théorie? Eh bien non, pas du tout. Ils ont été mis en application et ils ont permis de juger, mais aussi d'écrire l'histoire. On va le voir avec un cas d'étude très parlant, le Rwanda. Ce qui s'est passé au Rwanda en 1994 est terrifiant, notamment par sa proximité. On parle d'un génocide des voisins, des gens qui se connaissaient se sont entretués. Une telle horreur demandait forcément une réponse judiciaire complètement inédite. Et voilà un exemple en or pour une copie de bac. Pour juger ce génocide, on a eu deux modèles de justice en même temps. D'un côté, le gros tribunal international, le TPIR, en Tanzanie. Des juges internationaux très pros pour juger les grands responsables. C'est la justice d'en haut, verticale. Et de l'autre, au Rwanda même, dans les villages, les tribunaux Gakasha. Là, ce sont les gens de la communauté qui jugent pour chercher la vérité et tenter de se réconcilier. C'est la justice d'en bas, horizontale. Voyez, deux échelles, deux logiques. Cette phrase est incroyable, non? Elle résume à elle seule toute la philosophie des Gakaka. L'idée, c'était de reconstruire la société à sa base, là où elle avait été détruite, entre voisins. Bon, on a vu beaucoup de choses assez denses. C'est le moment de faire le tri et de synthétiser tout ça dans une fiche de révision super efficace. C'est le concentré de ce qu'il faut absolument maîtriser pour le jour J. Et pour nous guider, cette citation du philosophe Paul Ricoeur est parfaite. Elle fait le lien entre tout ce qu'on a dit. Il nous explique que se souvenir, ce n'est pas juste un truc passif. C'est un acte, un devoir. Le devoir de rendre justice par notre souvenir à ceux qui ne sont plus là. Très concrètement, la justice joue trois rôles essentiels pour l'histoire et la mémoire. Premièrement, elle établit les faits de manière irréfutable. C'est une arme contre ceux qui nient l'histoire. Deuxièmement, elle donne la parole aux victimes et leur témoignage devient une source historique majeure. Et troisièmement, elle invente l'imprescriptibilité. Pour ces crimes-là, il n'y a pas de date de péremption. On devra toujours s'en souvenir.
Alors là, attention, c'est la diapo à photographier. C'est votre kit de survie pour le bac. Les notions clés, les acteurs, les dates et surtout le piège à éviter. Ne confondez jamais l'amnistie et le pardon. L'amnistie, c'est la loi qui dit on oublie tout, on efface l'ardoise. C'est un acte juridique. Le pardon, c'est un acte moral, personnel, qui n'efface pas la faute mais qui la dépasse. Faire cette nuance dans une copie, ça fait vraiment la différence. Et on va se quitter là-dessus, avec une dernière question pour continuer à réfléchir. On a vu que la justice est essentielle pour écrire l'histoire. Mais est-ce que ça suffit pour guérir les blessures, pour apaiser les mémoires? Un verdict peut-il vraiment mettre fin à la douleur d'un peuple? La question reste ouverte et elle est plus actuelle que jamais.